C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le personnel soignant en première ligne de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. À Bunia, les médecins, infirmiers et sages-femmes ne sont pas épargnés par le virus. Ils travaillent souvent sans gants et sans protection. Reportage exclusif de notre envoyé spécial dès le début de ce journal. La Coupe du Monde de football aujourd'hui, les Bafana ont fait match nul contre la Tchéquie. Hier, les Black Stars ont remporté leur premier match, 1-0 face au Panama. Mais la rencontre qui a fait vibrer, c'est celle qui a opposé les Léopards de la RDC au Portugal. On reviendra sur le destin exceptionnel du buteur congolais, Yohan Wissa, dans un instant. Et puis le comité de destitution parlementaire chargé d'enquêter sur le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est réuni ce jeudi. Il doit enquêter sur le rôle du chef de l'État dans l'affaire dite de Palapala. Nous serons au Cap dans ce journal. À Bunia, capitale de la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, la province la plus touchée par l'épidémie d'Ebola. La riposte contre le virus est en cours. En première ligne face à cette épidémie, le personnel soignant qui se sent de plus en plus désemparé. Jamais il n'avait été confronté à une telle flambée. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et Joachim Jotam Pitumwa. Combinaison, gants et masques, cette équipe se prépare pour décontaminer une clinique de Bunia où 5 malades du virus Ebola ont été pris en charge. On va ensuite aller dans la zone rouge. Depuis la détection des cas, la clinique a fermé ses portes. Pour éviter toute propagation du virus, chaque surface est soigneusement aspergée d'eau chlorée. Le personnel soignant dit se sentir abandonné. La clinique n'est pas équipée pour faire face à l'épidémie. Nous sommes en train d'affronter cette épidémie, mais bredouille, nous n'avons aucun intrant qui nous permet de nous protéger, nous en tant que personnel soignant. Ce qui fait que nous avons très peur de perdre aussi notre vie, comme nous avons eu à perdre un de nos collègues. Les soignants sont les premiers exposés au virus. Chaque jour, ils accueillent des cas suspects avant leur transfert vers les centres de traitement Ebola. Pour de nombreuses familles, l'épidémie a déjà laissé des traces. Gracia porte encore le deuil de sa tante infirmière, emportée par la maladie. Elle a grandi chez nous, elle a été comme une grande sœur pour moi. Les yeux rougis par les larmes, elle dénonce le manque de soutien accordé au personnel médical. Elle m'a dit qu'elle recevait beaucoup de malades venus de Mongwalu. La plupart de ces malades mouraient. Elle avait peur. Elle travaillait sans protection. Elle prenait la tension, la température des malades qui arrivent et elle n'utilisait pas de gants. À Bunia, les livraisons de masques, de gants et d'autres équipements de protection se poursuivent. Mais sur le terrain, beaucoup estiment que ces fournitures sont loin de répondre aux besoins. Au centre de traitement Ebola de Bunia, les larmes d'une autre famille. Dans cette housse mortuaire, une sage-femme décédée après avoir contracté le virus. Les autorités ne communiquent pas le nombre exact de soignants décédés depuis le début de l'épidémie. Malgré la douleur, les proches refusent de perdre espoir. La République démocratique du Congo a déjà affronté plusieurs épidémies d'Ebola. Pour eux, cette nouvelle bataille peut elle aussi être gagnée. La Coupe du Monde de football avec les résultats du jour. La rencontre Afrique du Sud-Tchéquie s'est soldée par un match nul 1-1. Dans la nuit, les Black Stars du Ghana ont remporté leur match contre le Panama 1-0. Et puis hier, c'est la RDC qui a fait vibrer tout le continent en tenant tête à l'un des favoris de la compétition, le Portugal de Cristiano Ronaldo. La star du match, c'est Yohan Wissa. Non seulement il a inscrit le premier but de l'histoire de la RDC en Coupe du Monde, mais aussi parce que c'est un joueur qui revient de très loin. Cédric Ferreira, notre envoyé spécial aux États-Unis, a tenu à nous raconter son parcours. Écoutez. On vous a choisi ce petit cadre bucolique dans le Connecticut sur la route de la Coupe du Monde pour vous raconter l'histoire de Yohan Wissa, l'attaquant de la République démocratique du Congo.
Vous allez le voir, c'est une terrible histoire, mais qui aujourd'hui a bien tourné pour lui, puisqu'il a été le buteur de la RDC contre le Portugal dans l'un des premiers chocs de cette phase de groupe. Il faut remonter 5 ans en arrière pour vous raconter l'histoire de Yohan Wissa. À l'époque, il évolue à Lorient et il a été victime d'une terrible agression à son domicile. Comme il l'a raconté dans les médias, une femme s'était introduite à l'époque chez lui et lui a jeté de l'acide au visage. Yohan Wissa a réussi à faire fuir son agresseur, mais évidemment, avec de l'acide en pleine figure, il a dû se rendre en urgence à l'hôpital, être opéré des yeux. Il a failli perdre la vue. Il explique, Yohan Wissa, qu'il lui a fallu près de 6 mois pour retrouver totalement la vue. Il aurait pu mettre fin à sa carrière, il aurait pu garder de terribles séquelles et finalement, il s'est battu, il a poursuivi sa carrière. Il évolue aujourd'hui en Angleterre, à Newcastle, l'un des meilleurs clubs de Première Ligue. Yohan Wissa avait connu une déception sportive en manquant la dernière Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure. Mais cette fois-ci, il est bien prêt pour la Coupe du Monde et il a frappé fort d'entrée contre l'un des favoris du tournoi, le Portugal. Il est même entré dans l'histoire, Yohan Wissa, en devenant le premier buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Il a permis aux Léopards de faire le plein de confiance contre l'un des favoris de la compétition. Le prochain match pour la RDC, ce sera un autre choc encore contre la Colombie, l'un des poids lourds du continent sud-américain. Les Léopards congolais, avec Yohan Wissa désormais bien loin de ses déboires passés, espèrent se qualifier pour les 16e de finale et marquer encore un peu plus, ou au moins entrer un peu plus dans l'histoire du football congolais. En République centrafricaine, le procès de François Bozizé, qui s'est ouvert mardi, a repris ce jeudi après une journée de suspension. L'ancien président centrafricain, aujourd'hui en exil en Guinée-Bissau, est jugé par contumace pour crime contre l'humanité. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Jefferson Cyril Yapende. C'est une étape majeure pour la justice centrafricaine. Devant la Cour pénale spéciale, les juges ont entamé l'examen du dossier visant François Bozizé, accusé de crimes commis lorsqu'ils étaient au pouvoir. Au cœur de l'accusation, des exactions présumées dans des centres de détention et au camp militaire de Boussembélé, situé à une centaine de kilomètres de Bangui. Selon l'accusation, ce site aurait été transformé en prison illégale où des opposants politiques étaient détenus. Son jugement, soumis à des actes de torture et pour certains portés disparus. Les juges évoquent des indices graves, concordants, permettant d'engager la responsabilité pénale de l'ancien chef de l'État. En tant que chef suprême de l'armée, il lui est reproché d'avoir laissé ses hommes commettre des crimes. Pour des victimes, ce procès représente un espoir fragile mais essentiel. On a été arrêté sans gain de cause. Nous ne savons pas le pourquoi. De la SRI, on nous a amenés à Boussembélé, transférés, incarcérés sans procédure pénale. Et on a passé beaucoup de temps là-bas. Mon cas particulièrement, j'ai eu à perdre ma femme. Lors de notre arrestation, elle était enceinte. Elle a fait une fausse couche par rapport à ce qui m'est arrivé. L'enfant était perdu, elle aussi l'a perdu. Et je n'ai même pas eu le temps de venir assister à son obsèque, malgré tout ce que les avocats ont eu à faire comme demande. Donc là, je suis très content et très satisfait de ce qui vient de se passer pour qu'il y ait une réparation. 3 anciens responsables militaires détenus préventivement comparaissent également dans ce procès qui pourrait durer plusieurs mois. En Tunisie, l'Ordre des avocats a décrété une grève nationale ce jeudi après un mois de plusieurs mouvements régionaux. Une grève importante pour la profession qui dénonce les dysfonctionnements du secteur judiciaire. Notre correspondante Lilia Blaise et Hamdit Lili étaient devant le tribunal de première instance de Tunis. C'est le second grand rassemblement de la profession en moins d'un mois, même si l'Ordre des avocats a désigné certains avocats pour continuer à travailler sur les dossiers. La plupart des avocats dans plusieurs gouvernorats de la Tunisie sont en grève ce jeudi. Alors beaucoup dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi une absence de dialogue total avec le ministère de la Justice. Jusqu'à présent, et malgré toutes nos attentes concernant toutes les demandes présentées aux différentes autorités, aucune n'a été examinée. Nous n'avons pas eu de suite ou de réponse. Et les avocats ne peuvent pas assister à des injustices continuellement. Cette situation devient intenable. Il est hors de question qu'on se taise. Si les avocats commencent à se taire, alors qui va parler ?
Nous n'avons pas le choix. Il faut faire des sacrifices malgré le harcèlement dont sont victimes certains de nos collègues. Mais aussi le fait que le système politique actuel fait peser un climat d'étouffement sur les citoyens, les avocats et la justice. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre, car nous sommes arrivés à un point de non-retour. Une mobilisation d'autant plus importante pour les avocats que plusieurs de leurs collègues sont actuellement en prison. Parmi les cas les plus récents, on peut citer celui de l'ancien bâtonnier et ex-président de l'instance anticorruption Chawki Tabib, qui a été condamné en mai dernier à 10 ans d'emprisonnement pour falsification de documents, ou encore le cas de l'avocat Khaled Krichi, qui a été arrêté et placé en détention il y a 2 semaines pour corruption financière. Le comité de destitution parlementaire chargé d'enquêter sur le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est réuni ce jeudi pour la première fois. Il doit enquêter sur le rôle du chef de l'État dans l'affaire dite de Palapala. Le comité a décidé de commencer les travaux malgré l'opposition devant les tribunaux du président sud-africain. Les explications de notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. On appelle ça le Palapala Gate, une affaire qui pourrait faire tomber Cyril Ramaphosa. C'était en 2020, près de 600 000 $ cachés dans un sofa dans l'une de ses fermes, la ferme de Palapala. D'où venait cet argent ? À qui était-il destiné? Autant de questions qui ont été posées à la Cour constitutionnelle, qui a statué début mai qu'il était tout à fait légitime de mettre en place une commission d'enquête parlementaire et éventuellement de faire voter une motion de défiance si le chef de l'État avait failli à ses fonctions. Le président Cyril Ramaphosa a fait appel de cette décision pour gagner du temps, pour empêcher le comité de se mettre en place. Il sera entendu en septembre. Mais les députés ont insisté. Ils ont mis en place ce comité de destitution parlementaire qui est composé de 31 membres, dont 9 membres de l'ANC. Et malgré l'opposition du président, eh bien, ils ont fait leur première réunion ce matin. Ils affirment vouloir travailler en toute indépendance, malgré l'opposition du chef de l'État. Le bras de fer continue. La prochaine réunion, c'est le 24 juin. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Elisa Amiri. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Sur le territoire ivoirien, les incursions de milices paramilitaires burkinabés, les VDP, sont quotidiennes. Les VDP ont tué beaucoup de personnes. Ils veulent que ces villages frontaliers deviennent burkinabés. Les forces de sécurité ivoiriennes se mobilisent. Il s'est agi de mettre en place un dispositif pour empêcher toute intrusion et pour rassurer les populations qui se sentaient un peu isolées. Quand j'étais là-bas, les jours d'après, j'avais tellement peur que je ne pouvais plus manger ni dormir. Notre équipe a obtenu un accès exceptionnel à cette frontière, au plus près des soldats ivoiriens. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, une frontière sous tension. À voir sur France 24. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avec Judith, des personnalités reviennent sur leur destin, ce moment où leur vie a basculé. Je n'avais pas vocation à devenir le candidat des Verts à chaque élection qui se présentait. J'ai jamais eu ce fantasme, ce rêve de passer derrière la caméra. Le mouvement MeToo, la libération de la parole, est un mouvement extraordinaire. Et c'est une révolution culturelle. Évidemment. On a racheté des millions de masques, mais la prochaine crise, ça sera peut-être pas un virus respiratoire. Avec Judith, en exclusivité sur la chaîne YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast.